Bonjour tout le monde. J'ai fait un petit survey, moi aussi, récemment auprès de mes clients pour voir qu'est-ce qui peut les intéresser. Puis la chose qui revenait de façon récurrente, c'est de regarder comment est-ce qu'on développe une stratégie d'amélioration de la gestion des actifs. De vous est venue l'idée de vous en parler aujourd'hui, basée sur mon expérience et d'autres. D'abord, petit partage sécurité. C'est quoi que vous voyez qui n'est pas correct? Vraiment? Oui? Manque des chandelles? Oui. J'ai cru voir ici. Parlez plus fort, s'il vous plaît, ou allez au micro. Excusez, je n'entends pas. Il faudrait aller au micro, s'il vous plaît, vous êtes trop loin. Ou quelqu'un y passer le micro. Oui. Lunettes de sécurité, oui? Y a-t-il d'autres choses? Une assez grosse. Les gants. Peux-tu aller à l'autre? Bon, ça marche. Non, il est sous une charge suspendue. Ça, c'est pas pire, par exemple. Une des plus grosses, effectivement, c'est... il est juste en dessous de la roue. Là. Donc, on peut continuer à élaborer au niveau des pratiques. Merci beaucoup de la participation. L'objectif ici, c'était vraiment de nous mettre dans le bain. Donc, une des choses qui est importante, évidemment, pour les gens qui maintiennent, c'est évidemment la sécurité. ExxonMobil a remporté que les accidents ont 5 fois plus de chances d'arriver en maintenance lors de travaux en urgence que lorsqu'ils sont planifiés et ordonnancés. Donc, c'est un autre argument pour faire la gestion des actifs, non négligeable. Je vais vous demander de scanner en avant de vous. Vous avez probablement un petit papier triangulaire, un petit bonhomme, là. Le scanner, puis on va utiliser votre téléphone portable pour faire des votes durant la présentation. Donc, vous voyez, il y a un code QR. Vous scannez ça, ça va vous donner un... Puis là, les collaborateurs sont en train de vous passer aussi des feuillets sur lesquels, vous allez voir, on va se suivre étape par étape des exercices, puis vous allez pouvoir écrire à l'intérieur de ça vos réponses. OK. Pour quel département travaillez-vous? Opération, maintenance principalement. Je suis content de voir qu'il y a des gens d'opération, puis d'ingénierie aussi. Approvisionnement. Excellent. Évidemment, dans le colloque de maintenance, on s'attend à avoir une majorité de gens de maintenance, mais il y a quand même pour la peine de gens d'opération et d'ingénierie puis d'approvisionnement. Y a-t-il un ou deux qui ont écrit « autre » qui pourraient venir nous témoigner? C'est quoi le « autre » ? Oui. Donc, moi, je travaille au niveau des TI sur un logiciel d'IBM Maximo. Excellent. OK, merci beaucoup. Donc, si on continue, ça me donne une idée de qui est l'audience puis comment je vais l'adresser. Quel est votre rôle dans l'organisation? Je reprends un peu la question de tout à l'heure de M. Bugeaud. On voit un peu la distribution. Surprenamment, direction, on est rendu à 30 quelques %, le tiers de l'audience. Chef de service 20. Vous autres, vous allez avoir un intérêt particulier à la présentation aujourd'hui. Métier, planificateur, superviseur. C'est important aussi. Ça va vous permettre de voir comment ça devrait se faire. Les supports techniques. OK, merci beaucoup. Là, ce qu'on va faire ensemble, on va lever l'hélicoptère. Vous êtes au jour le jour dans les problèmes de votre organisation. Fait que là, on va lever l'hélicoptère. On va essayer de comprendre, de voir la forêt pour comprendre les principes, puis identifier des leviers de changement. Fait que c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Puis on va voir comment adapter notre leadership approprié afin d'obtenir le changement qui est désiré. Comme c'est reconnu que nous retenons 20 % de ce qu'on entend. Bon, je ne me fais pas d'illusions. Si vous faites juste m'écouter pendant 2 heures de temps, lundi prochain, vous allez avoir retenu peut-être 2-3 énoncés. Ça, c'est un fait. C'est prouvé autant comme autant.
Fait que, comme on retient 90% de ce qu'on fait, vous allez voir, je vais vous faire travailler. Fait que la session aujourd'hui, c'est vraiment une session de formation, d'information et atelier. Donc, ça va être de l'apprentissage par action. Dans la question numéro 1. Pourquoi une stratégie? Quelqu'un veut s'essayer? Pourquoi qu'on ferait une stratégie d'amélioration de la gestion des actifs? Ça commence. Ça veut dire que vous avez vraiment besoin de la session. Quand j'arrive dans les installations, vous seriez surpris comment souvent je me sens comme ça. Je regarde faire les gens de la direction, puis les employés qui courent d'un bord puis de l'autre dans les urgences, puis ça fait penser un peu à ça. Fait que, levez la main ceux qui se sentent un peu de même quand vous êtes dans votre milieu de travail. Les honnêtes, on va voir ceux qui sont honnêtes. Ah, OK, ça lève les mains tranquillement. Qui a l'impression que les événements contrôlent son horaire? Ah, 2 tiers. Non, 1 tiers. N'oubliez pas, vous êtes supposé être honnête. Puis de toute façon, c'est anonyme, fait que même si vous mettez quelque chose, il n'y a personne qui va savoir ce que vous avez mis. OK, ça stabilise autour de 2 tiers que oui, effectivement, ils ont l'impression que ces événements contrôlent leur horaire, pas vraiment eux autres. Première chose à faire quand on pense stratégie, c'est qu'il faut penser à l'alignement avec le plan d'affaires. Une chose qu'on me demande souvent, c'est comment est-ce que je fais tel programme d'amélioration de l'entretien, comment est-ce que je fais pour l'arrimer ou convaincre les opérations? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu cette pensée-là? Comment je fais? Levez la main, s'il vous plaît, parce que ça me donne une perspective. Ah, OK, il y a plus de monde honnête, là. Donc, la réalité, le problème fondamental, basé sur mon expérience, mon vécu, c'est que vous posez le problème à l'envers. On ne commence pas par faire des activités pour améliorer la gestion des actifs, puis après ça, s'arrimer, convaincre les opérations, la direction, puis essayer d'avancer. C'est le contraire qu'il faut faire. Il faut comprendre c'est quoi l'enjeu de l'organisation, puis voir comment nous, on contribue à ça. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui ensemble. Donc, si l'alignement de l'organisation que vous êtes, c'est une augmentation de production, la question, c'est comment vous allez faire pour aider l'organisation à produire plus. Si c'est une réduction de coûts, idem. C'est mes réunions santé, sécurité, implication des employés. Je l'ai vu. J'ai une organisation qu'on contribue actuellement, qu'eux autres, l'objectif, c'était de réduire le nombre d'incidents qui venaient des équipements, parce qu'il y avait c'était des explosifs qu'ils font. Donc, ils ne pouvaient pas se permettre trop d'accidents. C'était l'objectif organisationnel. Il y avait toute la liste des événements. Donc, on part de là. Augmentation de la fiabilité et de réduction de panne. J'ai 2 de mes clients en Afrique du Sud, puis en Madagascar. Et eux autres, c'est l'augmentation de la fiabilisation, de la disponibilité des équipements pour produire plus. C'est de l'argent, c'est des mines. Donc, la gestion des actifs, fondamentalement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut penser, arrêtez de penser en artisan, moi j'appelle ça. En bon québécois, on dit en jobeux. Il faut commencer à penser business, en partant. Fait qu'il faut décider, basé sur des faits. Il faut bâtir une stratégie et des KPI qui va être basée sur la contribution au plan d'affaires. Donc, tout se lie. Plan d'affaires, la compagnie, c'est là qu'on s'en va. Le patron dit ça. Propriétaire, dirigeant. Donc, comment on contribue à ça? Puis ça nous amène automatiquement à ce qu'on veut mesurer pour voir qu'on améliore, ou on travaille sur les bonnes choses. Donc, il faut partir, donc, comme je viens de le dire, des résultats attendus, puis donner un sens à ce que nous faisons. Parce que ça, c'est une autre affaire. C'est que bien souvent, quand on parle aux gens qui travaillent, les travailleurs, puis les cadres intermédiaires, on leur demande, OK, on fait des beaux programmes, là, mais ils ne voient pas nécessairement ce que ça va donner à l'autre bout. Donc, le patron, il est allé dans une conférence comme ici, il a vu ça, il a dit, cool, beau nouveau jouet. Il le met en place, mais là. Puis automatiquement, c'est quoi ma contribution là-dedans par rapport à la business?
Parce que trompons-nous pas, la plupart des gens regardent la compagnie et se disent, bien, écoute, fais-tu de l'argent? Ça fait de l'argent, bien, on va avoir un avenir. Selon vous, quelle perception a votre direction de votre rôle? On vote. Réagir au lieu de prévenir, vous autres. Est-ce que vous êtes vus comme des gens qui réagissent au lieu de prévenir? Concret, on va juste toucher. Fait qu'on ne s'améliore pas vraiment, on répare au fur et à mesure. On est concret. On a un focus équipement. Vous avez droit à plus d'un choix en passant. Les indicateurs d'entretien, c'est un jargon hermétique. Fait que je demandais à votre directeur général du site, il dirait, ouais, ils se comprennent entre eux autres. Tout qu'un jargon qu'ils ont. Peu ou pas de vision. OK? Donc, des fois, c'est le contraire. On rêve en couleur, on a nos beaux principes, mais ce n'est pas relié à la pratique d'eux autres qui vivent. Les pertes de production ou les coûts. La maintenance est déconnectée de la business. Comme je vous ai droit à plus d'un choix. C'est intéressant parce que quand on regarde les résultats, ça donne de façon consistante qu'il y a un malaise par rapport à justement la direction qui est prise. Ce n'est pas que vous faites les mauvaises choses, c'est comment ça s'arrime. Maintenant, je vous repose la question la même, mais un petit peu plus loin. Qui, parmi vous, connaît les principaux enjeux de son organisation? Si j'arrive puis je vous pose la question tout de suite, c'est quoi l'enjeu principal de votre organisation? Si je demandais à votre COO ou votre directeur général ou qui que ce soit la tête, là, le propriétaire, qu'est-ce qu'il me dirait? Est-ce que vous le savez? Vous allez être surpris que des fois, moi, je me rencontre, quand je fais des évaluations, je rencontre toujours les plus hauts placés possibles pour lui poser la question, pour avoir une idée c'est où la direction qu'il veut. OK? Donc, en général, on les connaît. Ah, c'est bon. Il y a quelques-uns qui ont l'honnêteté de dire « pas sûr que je comprends vraiment ce qu'on s'en va ». OK. Bon, maintenant, c'est quoi les enjeux chez vous? La production, qualité, les rejets, la sécurité de procédés, nombre d'arrêts d'équipement, les coûts, autres. Souvent, la production et le nombre d'arrêts d'équipement sont reliés. Hein? Une observation sur les coûts. Si vous parlez des coûts d'entretien, l'erreur qui est souvent faite, c'est de dire on va couper les coûts. Souvent, quand on coupe les coûts, on arrête de maintenir et on fait juste empirer la situation. Il faut avoir une stratégie qui va aider à la production et, par conséquence, va aider au niveau des coûts en l'optimisant. Nombre d'arrêts d'équipement, production. Bon, c'est bon. Merci. Comment la maintenance s'intègre au plan de match? Un exemple, l'enjeu de la business, c'est augmenter la production de 10 %. La maintenance, comment elle traduit ça? Nous autres, on va améliorer la disponibilité ou la non-disponibilité des équipements. Donc, l'axe d'amélioration, c'est améliorer la disponibilité des équipements. Les exemples que je donnais tantôt en Afrique, c'est exactement ça. Donc, comment la maintenance s'intègre au plan de match? Vous allez, ça c'est au premier devoir, vous allez faire ensemble, premier atelier, chaque table, vous allez vous choisir un site au travers de vous. Si vous êtes du même site, c'est parfait. Si vous êtes des sites différents, prenez-en un, puis ça va être votre cobaye jusqu'à la fin, parce qu'on va faire étape par étape ensemble. Donc, choisissez un site à votre table que vous allez suivre tout au long de l'atelier. Identifiez d'abord l'enjeu de la business, puis vous avez des feuilles qu'on vous a passées, puis sur la première page, vous allez voir, vous allez reconnaître le même atelier. Puis à ce moment-là, vous allez écrire l'enjeu de votre business, puis quel apport la maintenance peut avoir. Donc, un peu l'exemple que je viens de donner. Identifiez des éléments concrets, 3 maximum que vous pouvez faire pour aller dans le sens des enjeux de la business. Je vous donne 5 minutes, puis je vous demanderai de prévoir tout de suite un rapporteur par table, parce que je vais désigner des volontaires, une couple pour nous dire après ça ce qu'ils ont sorti. Donc, 5 minutes. Oui. Bon, bien, bonjour tout le monde. Nous, premièrement, on commence en entretien. C'est une nouvelle entreprise qui n'avait aucun système d'entretien. On part de très, très loin. On vient de faire l'implantation d'à peu près, on parle d'à peu près 10 mois. Aucun système d'entretien, tout était manuel.
On part de loin. Fait qu'effectivement, pour les enjeux au niveau de la business, c'est produire à temps. Nous, nos clients, on fonctionnait, nous autres, vraiment du just-in-time pour les clients. Il y avait très peu de planification, même du côté opération. Il fallait effectivement que le produit soit fait à temps pour le client. Puis le meilleur coût possible n'était pas vraiment, au départ, regardé. C'était, on réussit à produire dans le temps. Maintenant, avec un système de maintenance, on est maintenant capable de calculer au meilleur coût possible. Puis, au niveau de la qualité prévue aussi, évidemment. Il y a la part du côté de la maintenance qui fait la différence. Mais effectivement, nous autres, avant ça, au lieu de faire de l'entretien, on avait un équipement à côté pour se baquer tout le temps. C'était pas de l'entretien, c'était on a un autre, on la répare, on passe sur l'autre. Beaucoup d'espace pris dans l'entreprise pour être capable de faire le travail. Maintenant, structure d'entretien, pièces en inventaire, aucun magasin de maintenance maintenant. Magasin de maintenance. Fiabilité des équipements, on a engagé des fiabilistes. Puis maintenant, on fait du préventif. Fait qu'on a beaucoup plus d'entretien. Rendre l'équipement disponible. Maintenant, quand les gens d'opération ont besoin de l'équipement, les équipements sont fiables, sont disponibles. Ça, c'est essentiel pour la production. Puis que au niveau sécurité, que l'équipement soit sécuritaire, qu'il soit bien ajusté, puis qu'il soit bien monté. Fait que ça, c'est l'autre enjeu du côté maintenance. Puis, conforme au niveau de la qualité aussi. Il n'y avait pas de règles au niveau des calibrations et tout. Maintenant, règles, calibration et mise en fonction de l'équipement qui soit standard. Parfait, merci beaucoup. Ça illustre bien différents volets autres que juste production ou juste coût. Donc, puis comme vous étiez une nouvelle installation, c'est d'autant plus intéressant à entendre que vous ayez commencé de même. Bravo. Prochaine étape, on fait un autre petit atelier, mais je vais vous le dire quand ça va être le temps. La maintenance va améliorer de façon significative la disponibilité. C'est un exemple type de mission de maintenance. C'est quoi la mission? Souvent, on entend des beaux énoncés de prière, là. Le quoi de la mission de la maintenance, d'abord, ce n'est pas un énoncé à la ChatGPT, pour ceux qui connaissent ça, c'est-à-dire trivial, sorti du dictionnaire, qui dit tous les bons mots à la mode. Donc, ce n'est pas ça une mission de maintenance. Si vous partez avec ça, là, c'est pas ça. Ça ne dit rien à personne. Doit donner à chacun un sens, j'insiste sur un sens pour leur contribution à la business. Donc, la mission de la maintenance, c'est, vous l'avez dit dans le premier énoncé, c'est comment est-ce que la maintenance va contribuer à la business, permettra d'aligner les ICP, les indicateurs de performance, les KPI en anglais, en phase avec les résultats de la business. Donc, on va être capable de dire, si j'améliore tel indicateur, je vais avoir un impact sur la business. Puis, permettra à l'opération de reconnaître la contribution de la maintenance. Donc, si vous comprenez à voir la logique que j'emmène par rapport à tantôt, de plus en plus, on découle de cette contribution de la maintenance au plan d'affaires de la business. Mission de la maintenance, moi, ce que j'appelle un exemple de mission alambiquée classique, on voit ça des fois. L'objectif de l'entretien est de maintenir l'équipement de production dans des conditions optimales d'opération et de sécurité afin de permettre l'atteinte des cibles de production. Oui, monsieur, oui, madame, envoie des mains. Donc, ça, c'est ce que j'appelle alambiqué ou style ChatGPT. C'est beau, ça ne dit rien. Exemple, une couple d'exemples. Si vous voulez les jeter un petit coup d'œil rapide. Comment définir une mission? Je vais vous donner un truc. Ça vient de l'armée. Puis, c'est utilisé de plus en plus dans certaines industries. Le SMEAC. SMEAC, ça veut dire situation, mission, exécution, administration, logistique et communication. Donc, une mission, c'est le même que ça se dit. Par exemple, situation, perte de dispo fait perdre la production. La mission, augmenter la disponibilité, c'est clair. L'exécution, on va faire de la fiabilisation. L'administration et logistique, on va se servir de notre GMAO, le monsieur l'a mentionné, pour être capable d'avoir des données. Communication, on va avoir des rencontres de suivi, on peut publier des KPI. Ça, c'est une mission qui est assez claire, merci. C'est concret. Prochain atelier, je vous retourne encore un petit 5 minutes. La mission. Définir la mission de la maintenance. Pour votre premier exemple que vous avez pris, maintenant, vous allez définir la mission par rapport à l'objectif stratégique tantôt. Court énoncé, relié à la business, concret, afin que tous
tout le monde dans l'organisation, plancher, opération, entretien, soit capable de le comprendre, puis voir le lien. Je vous donne 5 minutes. Encore là, un rapporteur par table. Je vais demander encore un volontaire ou je vais en désigner un pour venir vous dire ce que vous avez trouvé. Donc, on part le timer, s'il vous plaît. Some people like to climb mountains. I like to build planes in the air. I grew up wanting to be on a wing, wanting to be up this high. Sometimes the temperature up at altitude will reach 60 below. It's brisk, it's refreshing. You never know what you're going to come across up here. Canadian geese, mallards, Owls. These people back here, that's why I come to work. That's why I build airplanes in the sky. We're not just building a plane here. We're building a dream. I love this job. look at a lot of things up here. When I look over there and I see that little kid, I look in his eyes, that's all the things I need. En un sens, c'est ça qu'on fait en entretien avec une usine qui est en opération. Je m'excuse pour la traduction, ça n'aurait pas eu le même feeling que quand on les écoute parler avec le ton. Pour ceux qui comprenaient en anglais, ils peuvent l'apprécier. Mais l'idée, c'est que, dans le fond, là, qu'est-ce qu'on peut retirer? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce petit vidéo-là? C'est un clin d'œil, c'est ridicule, mais c'est quoi qu'on peut apprendre? Effectivement, c'est un objectif clair. Ils savent pourquoi ils sont là. C'est clair quand ils parlent. Ils savent sur quoi ils travaillent. Ils savent pourquoi ils travaillent. Puis ils prennent une fierté. Ça stabilise, merci. Ce qui est remarquable, c'est que tout le monde a mis, qu'il y a pas mal de monde qui ont mis la fierté. Je serais curieux, je trouve qu'il y a eu des écarts. Qui est-ce qui a mis autre? J'aimerais l'entendre parler pour nous expliquer qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il pense. Levez la main, s'il vous plaît. Il y en a au moins un qui a mis autre. Là-bas, là-bas, là-bas. Excusez-moi, avec le spot, je ne voyais pas. On va vous emporter un micro. On a amélioré notre processus. J'ai mis autre dans le fond parce que c'est clairement satirique un peu. Là. C'est un peu représenter la mission impossible qui est de faire la maintenance avec des objectifs de production just in time. Puis ça brise de chaque bord au fur et à mesure. Ouais. C'était un peu ça l'idée d'ailleurs. Merci beaucoup. Donc, on vient avec ce qu'on disait tantôt. Avec ce qu'on vient de voir, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une stratégie? Encore là, des votes. Maximiser les chances de succès est très fort. Je vais juste expliquer un petit peu plus l'approche prise en 360 degrés. C'est la communication à 360 degrés. En haut, nos pairs et nos gens qui sont en dessous de nous autres. Donc, 360 degrés, c'est à ça que ça réfère, de ne pas juste communiquer à une place ou l'autre, tout le monde. C'est intéressant de voir maximiser les chances de succès qui est le plus élevé. Quasiment la moitié des répondants. Il va y avoir un autre. Je pense que les gens ont peur d'avoir la question puis d'aller le dire. Il va en avoir moins. 1%. C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est le même, non? C'est qui a mis autre? Blague à part? 0. Il y en a qui il a reculé. OK. C'est quoi une stratégie, finalement? Stratégie, bien ça, c'est une stratégie militaire. C'est à haut niveau, c'est long terme, c'est les grandes lignes, puis ça remet à la stratégie de l'entreprise. Fait que vous voyez le fil conducteur. C'est quoi la stratégie? C'est quoi la mission de la maintenance? Puis la stratégie va s'arrimer. Que se passe-t-il s'il n'y a pas de stratégie? Ça, c'est votre prochain atelier. Je vous ramène. Discutez des risques avec votre table. Puis encore là, un rapporteur par table. Cahier d'exercice page 3. Si vous voulez suivre, là, c'est écrit en bas. On revient en avant? Bon, j'aurais besoin d'une coupe de coupables.
Inquiétez-vous pas, s'il n'y a pas de volontaire, je vais en désigner. Hein. C'est pour ça que je fais le tour des tables, pour voir ceux qui sont moins prêts. OK, un volontaire là-bas. Si vous pouvez emporter le micro, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Je pense qu'on va tout le monde avoir pas mal les mêmes points. Là. Si on n'a pas de stratégie, on est tout le temps en mode pompier, on va atteindre des feux, ce qui fait qu'on va énumérer. Fait que, un gros downtime dû au manque d'équipement, manque de disponibilité, on ne l'a pas prévu, c'est arrêté. Ah, shit, je ne l'avais pas. Augmentation des possibilités d'erreur aussi, on va aller vite. Après ça, non-disponibilité du temps de la machine. Oui, mais ce n'était pas prévu. Je roulais une job rush, je ne peux pas me l'arrêter. Après ça, ça va être le matériel n'est pas disponible. Ce qui peut amener à des pertes de clients parce qu'on est rendu à du 8, 10, 12 semaines de delivery parce que ma machine est down 4 semaines. L'augmentation des coûts de maintenance d'un budget, c'est directement relié à ça. Quand tu es tout le temps en mode stratégie run to fail, au lieu d'être en préventif prédictif, ben, les coûts sont augmentés, les risques d'accident, les risques de fatigue, puis je pourrais y aller jusqu'à demain. C'est très intéressant. C'est que tu as bien énuméré toutes les conséquences. C'est ce qu'on veut. Maintenant, la question, c'est quand on va définir la stratégie, comment est-ce qu'on fait pour avoir quelques actions qui vont avoir de l'impact en cascade sur tout ça? Donc, optimiser, si tu veux, les efforts pour avoir un maximum d'impact. Très bonne intervention, merci. Il y en a un autre que j'avais trouvé intéressant, il a dit « il ne se passe rien ». Pas s'il est volontaire pour expliquer. C'est pertinent aussi comme commentaire. Bien, en fait, bonjour tout le monde, je m'appelle Dominique. Ce qu'on a noté, nous, ben, c'est sûr qu'il ne se passe rien parce que si tu n'as pas de stratégie, tu n'es pas capable de. Tout le monde part chacun de son côté, c'est sûr. Tu ne seras pas capable d'avoir une mobilisation de tes troupes parce qu'ils ne savent pas leur rôle, c'est pas défini. Puis, dans tous les axes, autant santé, sécurité, les employés, la productivité, les résultats financiers, si tu n'as pas de stratégie, tu n'as aucune de ces étapes-là. Super. Merci beaucoup. Ça complète bien l'autre réponse. Donc, pourquoi est-ce que les stratégies, parce qu'il y en a qui en essayent des stratégies, là, puis des tactiques, etc., pourquoi ils échouent? Ils ne sont pas arrimés à la stratégie d'entreprise parce que le message commence à passer. Manque de suivi. Volonté puis ambition. Soyez honnêtes. Long terme, des vœux pieux. Stratégie de maintenance ou de gestion des actifs, on en a-tu une? Manque de suivi. Ceux-là qui ressortent le plus actuellement, c'est qu'ils ne sont pas arrimés à la stratégie de l'entreprise, je suis d'accord. Puis manque de suivi. L'autre qui ressort aussi, qui est pernicieuse, puis qu'on voit beaucoup, c'est l'ambition. On veut, mais on ne veut pas. On va revenir là-dessus. OK, merci beaucoup. On voit ce qui ressort, c'est le manque de suivi aussi, puis arrimage à la stratégie d'entreprise. De mon expérience, un des plus gros enjeux, c'est l'ambition. La vraie ambition. Pas dire « je veux », mais dire « je veux ». Ça devient une priorité. Ça devient important, avec un grand « I ». Donc, le principal enjeu à ce moment-là, c'est jusqu'à quel point le voulez-vous vraiment quand on parle d'ambition? Prochain petit jeu. À quel niveau se situe votre ambition personnelle? Là, c'est individuel comme question. Combien de temps êtes-vous prêt à mettre dans votre agenda pour l'amélioration de la gestion des actifs? Ce que je trouve souvent, mes clients sont tellement occupés, là. D'une semaine à l'autre, ça n'avance pas tant que ça parce qu'il y avait tellement d'autres affaires qui dérangeaient, des réunions de production, un équipement brisé, etc. Puis, qu'êtes-vous prêt à sacrifier pour être capable d'y mettre l'emphase qu'il faut? Donc, je vous donne 5 minutes pour en discuter entre vous autres. Après ça, vous écrivez votre réponse personnelle. J'aime bien la petite cloche, ça nous rappelle à l'ordre, nous, moi inclus, parce qu'à un moment donné, on ne voit pas le temps passer. OK, j'aurais besoin d'une couple de rapporteurs officiels. Il y en a un que j'ai désigné d'office tantôt. Il s'est vu qu'on se crie volontaire. La première question, juste voir. À combien de temps êtes-vous prêt à mettre
dans votre agenda pour la gestion des actifs? Bien, dans mon cas, j'avais dit 50 comme directeur maintenance, en fait, ça devrait être une bonne partie, ça, et gérer son personnel. Puis comment j'avais été arrivé à le faire dans un autre job, c'était mon objectif personnel d'avoir l'usine la plus fiable du groupe et d'avoir le support de mon patron. Aligné avec ça. Puis qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier? Bien, les rencontres qu'on juge pas importantes, puis peut-être moins de temps aussi à faire des courriels. Excellent. Merci beaucoup. Combien il y en a qui se reconnaissent dans son témoignage? C'est ça qui devrait arriver. Ah, j'aurais attendu qu'il y avait plus d'honnêteté que ça. Merci. Ça nous emmène à le prochain élément, c'est le style de leadership. OK? Ce qu'on trouve souvent, là, quand je fais des interventions, et dans mon expérience vécue avant, la volonté, c'est l'ambition de parler. On n'est pas arrimé, on a parlé. Le long terme, des souhaits, manque de leadership, manque de suivi, on a parlé. Puis stratégie de maintenance ou de gestion des actifs. C'est quoi la différence entre les deux? Quelqu'un peut-tu me dire la différence entre maintenance et gestion des actifs? Hop, oui. D'après moi, la maintenance, c'est le processus. Et la gestion des actifs, en fait, c'est tout ce qui est ingénierie de l'usine et tout ça. Ah, c'est pas loin. La maintenance, c'est le fait de maintenir. Le gars qui est là, qui est en train d'avoir les outils. Là. La gestion des actifs, c'est tous les processus comme tels qui nous permettent de gérer. Leadership de situation. Il y en a-tu qui ont déjà entendu parler de ça? Leadership de situation, levez la main. Ah, il y en a quelques-uns. Parfait, parfait. Donc, leadership de situation, c'est une théorie en gestion que j'aime bien, puis que je vais vous faire une petite observation sur votre propre leadership. En axe des X, vous voyez la maturité d'une équipe ou d'une organisation. La maturité se définit dans ce cas-là avec le savoir, le vouloir, le pouvoir. Est-ce qu'on a la connaissance? Est-ce qu'on veut? Parce que ça arrive souvent. Moi, j'ai des cas que je connais. On se parle des fois de nous autres. On dit un tel, on sait tout de suite c'est qui parce qu'il ne veut rien savoir d'améliorer le préventif. Il ne veut rien savoir de la planification. C'est l'ADN et le pouvoir. Est-ce que l'organisation le supporte? Est-ce qu'on a les processus, etc.? Dans l'autre axe, plus on est en haut, plus c'est un comportement supportant, plus on est en bas, plus on a un comportement où on dirige. Bon, là, je vais faire une clarification. Les RH nous ont satanisé longtemps avec ce qu'on appelait des comportements directifs. C'était méchant, c'était pas bon, c'était pas fin, parce que c'était dictatorial. Directif, c'est pas ça que ça veut dire. Directif, ça veut dire qu'on donne une direction. On montre le chemin. On tient par la main. On est capable d'avoir un leadership qui fait du leadership. Le graphique que vous avez là, ce qui souligne, c'est que quand une organisation n'est pas mature, vous êtes dans le feu, vous avez tout à développer, ce n'est pas le temps de demander aux gens c'est quoi qu'ils pensent. Quelle couleur ils veulent mettre les murs de la maison quand elle est en feu. OK? Apollo 13, quand il était en haut, puis Houston, we've got a problem, c'était pas le temps de demander à tout le monde ce qu'il en pense. Puis on va voter. Il y a un leader qui s'appelait capitaine du vaisseau, puis c'est lui qui prend la décision. Il peut consulter pour avoir les opinions. Donc, il y a 4 niveaux. Il y a directif, comme je disais, maturité faible. Puis là, c'est un comportement qui est beaucoup plus de direction. Participatif, donc on demande aux gens les opinions, mais après ça, il y en a un qui colle la shot. Après ça, plus on va devenir mature, puis plus on va avoir une organisation qui va être capable, à ce moment-là, devient plus supportant. Donc, impliquer les gens dans les décisions, puis éventuellement du coaching. Ils sont en avant pour les laisser aller. Comme gestionnaire, je l'ai vécu souvent, arrive un moment où la maturité est telle qu'ils sont en avant sur nous autres. On a de la misère à suivre. Fait que là, on les coach, puis on lui donne un petit peu de direction. Mais il faut se rendre là. Il faut se rappeler que les gens ne résistent pas au changement, ils résistent à être changés. Ça a l'air trivial, mais c'est ça. Un autre petit jeu de leadership de situation. Quel est votre style personnel de leadership? OK? Comme je le dis souvent, il n'y a pas de mauvais style de leadership. Il y a juste qu'il faut l'appliquer au bon moment. Fait que si dans votre situation, je connais un cas type,
c'est le bordel, les poules du début, là, Puis là, vous essayez de convaincre, de persuader, bien, bonne chance. Maintenant, il faut dire, c'est par là qu'on va. Il faut être un peu plus dirigeant, donner une direction. Donc, votre style personnel, qu'est-ce qu'il est? Donc, votre style de leadership, vous en avez 4 sortes ici. Avez-vous les résultats que vous souhaitez dans votre organisation présentement? Puis dans votre contexte, selon vous, maintenant, avec ce que je viens de vous montrer, quel serait le style de leadership préférable? 5 minutes. Donc, mon style de leadership, en fait, il s'adapte un petit peu avec l'équipe avec qui je travaille. Personnellement, j'étais un peu caméléon vis-à-vis de ça parce que je veux m'adapter à la situation. Excellent. Donc, quand mes gens ont besoin d'être dirigés, où je travaille, les départements de maintenance, parce que je parle pour l'ensemble des usines, à part une qui est peut-être un peu plus mature, mais il manque beaucoup de maturité. Et on en a parlé tantôt, on run to fail. Donc, il y a beaucoup de directions à donner dans un département comme ça. Puis quand tu as des personnes qui sont là depuis longtemps, qui savent quoi faire, c'est là que tu peux être un peu plus impliquant. Ça veut dire les laisser faire un peu plus. Puis, étant donné que j'ai déjà été technicien aussi, j'aime bien participer. Donc, tu vois que c'est un mélange un peu de style, mais je pense qu'on doit s'adapter à la situation. Excellent. C'est le meilleur style, c'est de voir la situation puis de s'adapter, comme tu dis, caméléon, à la maturité de l'équipe, puis d'agir en conséquence. Fait que, tu l'as très bien décrit. S'ils ne savent pas où s'en aller, il faut les guider. On a des directives. S'ils savent, bien, tu peux voir, ça prend le bord que tu veux, puis les encourager. Donc, c'est super. En tant que leader, on a 3 moyens d'action. Les symboles. Donc, créer un sentiment d'appartenance, d'identifier un sens, donner un sens à ce qu'on fait. Les comportements. Ce que vous vous dites puis ce que vous faites comme comportement, les gens vont retenir 80 de votre comportement puis 20 de ce que vous dites. Si vous dites, je suis pour la sécurité, mais vous passez à côté de quelqu'un qui vous avez vu au début, mon rappel sécurité, puis vous ne dites rien, ça parle bien plus que tous les messages que vous allez passer. Même chose en fiabilité. Vous laissez passer des bris majeurs sans rien dire, ça parle beaucoup plus. Et les systèmes, tous les processus qu'on parle en gestion des actifs, le terme que j'ai expliqué tantôt, c'est des outils que vous avez pour changer ce qui se passe, améliorer, aller dans la direction que vous voulez. L'animal du plan d'affaires, une chose que j'avais appris d'un de mes patrons, qui était un Australien qui faisait du bateau, il dit, on a vécu toutes sortes d'affaires, une compagnie qui a été achetée par un autre, des crises économiques, je l'ai connu 2, 3 dans ma carrière, les changements de direction, la haute direction, moi j'appelais ça des changements de parti politique à partir du président descendant. Il mettait son monde, ou elle. Il disait tout le temps, le pessimiste, il se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il va changer, puis le réaliste ajuste ses voiles. Moi, je suis un réaliste. Fait que première chose que je regarde, c'est quelle direction prend le vent. Moi, je suis sûr que je veux m'en aller avec ma stratégie. Là. Si le vent change de bord, on va s'organiser pour répondre à la question du nouveau vent pour qu'il nous pousse dans le bon sens. On prend rapidement 2 exemples concrets, 2, 3 exemples de stratégie. C'est une mine que j'ai eue comme client, souterraine. Il y avait 4 secteurs, puis il y avait besoin de mettre en place un niveau le GMAO. On a pris une matrice bénéfice-effort, celle-là en haut à gauche. Celle-là, ici, là. Vous voyez les 4 secteurs? Puis la première question que je lui posais, c'est on veut prendre le secteur qui a du bénéfice, mais qui est le plus facile pour avoir un succès. Donc, la première, dans la séquence, va être celle qui va avoir un succès assuré. Ils sont prêts, ils sont toujours willing, vous savez. Puis on va prendre en dernier ceux qui sont les plus récalcitrants, même s'ils ont le plus de bénéfices. Ça n'a pas d'importance. Fait que vous voyez un peu, ceux qui ne sont pas familiers avec les matrices bénéfices-efforts, on commence par ce qui est en bleu, ici. Après ça, on fait le vert, le jaune, puis on finit avec le rouge. Fait que ça nous a donné la séquence des secteurs qu'on allait faire. Après ça, on a regardé les différentes pratiques, fiabilisation, planification, etc. Encore une matrice bénéfice-effort.
pour définir des actions qui allaient être faites. C'est ça qui a permis, sur 3 ans, de définir une stratégie d'implantation. C'est la stratégie que ça avait donnée. J'appelle ça de type séquentiel par secteur. Ça donne une vue d'ensemble, une stratégie comme ça, permet de voir la séquence et les préparations donc pour le GMAO. GMAO, on va l'implanter en septembre telle année. Bien, 1 an plus tard, il faut commencer à travailler dessus, remettre des structures, choisir le GMAO, etc. Étude de cas numéro 2, un de mes clients actuels. C'est une mine flottante en Afrique. Ce n'est pas des Africains, c'est un autre. J'ai mêlé les exemples. Fait que je vais essayer de dépersonnaliser ce que je fais. 4 dragues, une usine flottante, une usine de concentrateurs, fiabilité des équipements faible, environ 60 de disponibilité, qui était l'enjeu principal de la business, rappelez-vous. Pas d'équipe technique ni fiabiliste, puis pas de technique de résolution de problèmes. Donc, on a déployé une structure de fiabilisation. On s'est rendu avec 9 fiabilistes, puis un senior, là, un chef fiabiliste. Engagement de la direction des opérations avec un suivi mensuel avec le COO, Chief Operating Officer. Déploiement de méthodologie d'élimination des défaillances causant les pertes de production. Puis on a débuté dans des secteurs pilotes, dans la mine, au concentrateur, etc. Ça a donné quelque chose comme ça. Donc, au début, c'était vraiment définir les processus, puis se pratiquer, puis avoir un pilote, puis avoir quelques succès. Après ça, on a défini un standard, puis éventuellement, on a évolué. Étude de cas numéro 3. C'est une usine ayant plusieurs secteurs où j'ai été gestionnaire moi-même. 4 secteurs d'opération différents, peu de fiabilisation, planification embryonnaire, mettre un niveau GMAO, et on était tout en urgence quand je suis arrivé. Tout le monde sur le port, comme il disait. Mise en place d'une structure de fiabilisation et de planification, séquentielle à partir du secteur le plus prometteur, même principe que l'autre tantôt, mise à niveau GMAO et mesures et publication régulière des bénéfices. Déjà là, ça a arrimé ce qu'on faisait avec les résultats, les bénéfices en continu. Ça a donné ça. Fait que vous avez ici les bénéfices, réduction du nombre de défaillances avec le temps. On est parti de 6 000 par année à environ en bas de 1 000 par année quand je suis parti. Défaillances année. Ça, c'est les gains au niveau de des financiers avec les gains de production. Puis là, vous voyez un peu le genre de graphique que ça a donné pour donner une vue d'ensemble. L'objectif ici, c'est vraiment de vous donner un peu une idée, visualiser c'est quoi une stratégie, quoi ça a l'air. Est-ce que votre organisation est prête? Quelles sont les caractéristiques d'une organisation prête? D'abord, la première chose, jamais modifier une urgence. Alors, quand j'entre dans un site, là, puis que je vois le monde courir comme la première vidéo, arrêtez, modifiez pas, parce que vous allez en avoir 2 problèmes, vous en aviez un avant. Effet domino, une étape à la fois. Restez focalisé. C'est qui le pilote dans l'avion? On parlait de leadership tantôt. Gardez la fin à l'esprit, c'est où qu'on veut se rendre, puis capitaliser sur les succès présents. Et le dernier, non le moindre, publier ou périr. Souvent, on ne publie pas les résultats. Fait qu'on assume, oui, ils savent, on travaille en même temps, puis ça va mieux. C'est quoi la valeur que ça donne à la business? C'est quoi les gains de production? C'est quoi les gains en coût? Puis publiez-les pour que votre direction le sache. Assumez pas qu'il devine. C'est ça l'effet domino. On prend un pilote, puis après ça, facile, on est sûr d'avoir un succès. Puis après ça, on va au suivant, puis au suivant. Donc, un autre petit atelier. On va prendre 5 minutes, par exemple. C'est une erreur, un typo, là. À votre table, vous allez utiliser le cas d'un participant, l'enjeu stratégique à améliorer, comment la maintenance supporte-t-elle cet objectif? On en a parlé tantôt. Prenez ça maintenant, puis essayez de vous faire un Gantt chart des grandes lignes. Quelle serait la meilleure approche? C'est quoi votre stratégie globale? Ébauchez votre plan stratégique. Donc, on se donne 5 minutes pour celui-là. Je n'ai peut-être pas été à cette lèvre, j'avais donné 3 exemples, mais ce que je m'attendais à voir, c'était, puis je le répète pour ceux que je n'ai pas rejoint, c'était avoir une sorte de Gantt chart où vous avez les grandes lignes sur 3 à 5 ans. Par exemple, la fiabilité, je vais prendre mon exemple. Si vous n'avez pas de département, il faut mettre une structure. Il faut définir, il faut engager du monde, il faut les former. Après ça, on va choisir les 3 à 5 principaux équipements critiques. Après ça, on va étendre. Puis là, une autre ligne, ça peut être GMAO. Un an avant, il faut commencer à choisir. Il faut reviser la structure qu'on va mettre en place, s'assurer que tous les bons de travail, les pièces sont en ordre. Parce que si on rentre de la scrap, ça va être de la scrap qu'on va avoir après, etc., etc.
Maintenant, je vais vous parler de tactique. La différence entre une tactique et une stratégie. La tactique est au niveau du plancher. Là, on a fait notre grande stratégie, c'est bien beau, là. Maintenant, là, à court terme, là, c'est quoi qu'on fait? Donc, c'est à court terme, des actions précises, puis arrimées à la stratégie. On va aller rapidement parce que je vais manquer de temps. La différence entre une stratégie et une tactique. Comment passe-t-on la stratégie avec la tactique? C'est l'évaluation de la tactique. C'est une photo qu'on prend. D'abord, on fait un atelier avec les parties prenantes. Souvent, moi, quand j'ai des organisations, je veux avoir la direction. Maintenant, c'est opération, autour de la table. S'il y a un DG, il va être là. Pour être sûr que nos tactiques sont alignées avec la stratégie, puis qu'ils sont parties prenantes. Chacun identifie ses priorités. On utilise une matrice bénéfice-effort pour choisir, c'est comme tantôt, sélectionner les principaux actions qu'on va faire. Souvent, on a 40-50. Il faut choisir. Moi, je l'ai dit toujours, ne mettez pas la gratte au large parce qu'on ne sera pas capable de gratter. On va bloquer. Maximum 10 à 15. Puis on fait un plan de 100 jours. 100 jours, c'est typique, là, parce que ça nous oblige à avoir des actions qui sont concrètes, qui sont faisables dans le 100 jours. Puis avoir un coaching après ça, puis un suivi régulier. Je lui demande de faire des jalons une fois par mois qu'ils se rencontrent, puis ils voient le suivi, comment ça va. Puis de façon hebdomadaire, moi, dans certaines organisations, je fais un suivi avec eux autres. Le directeur d'entretien ou le DG ou les deux. Voici de quoi ça a l'air. On a à gauche la stratégie sur 3 à 5 ans. À droite, vous avez le plan tactique sur 100 jours. C'est de ça que ça a l'air. C'est des choses concrètes, puis pas des vœux pieux. On fait des petits billets, là, des post-it, puis souvent, je vais en prendre un à quelqu'un, puis je vais le donner à l'autre. C'est quoi que tu comprends de ce qu'il dit? 9 fois sur 10, au début, c'est pas clair. Puis aussi, des fois, quand c'est un peu ambigu, quand ils viennent la semaine d'après pour réaliser l'action, bien, ils disent « Je ne comprenais plus ce que tu voulais dire. » C'est peut-être pas clair. Il faut quelque chose de concret, précis. Donc, comment choisir une bonne tactique? Il faut passer de l'artisanat à gauche. Vous voyez, il faut en noir et blanc. Moi, j'ai connu ça. À droite, la science. Donc, alignement au laser en bas, mais aussi des pratiques, comment est-ce qu'on les utilise pour améliorer. J'ai fait des études pendant une dizaine d'années sur plusieurs sites pour essayer de trouver c'est quoi le lien de causalité, de cause à effet, entre des activités qu'on fait en gestion des actifs puis des résultats attendus. Bon, on pourrait le faire en théorie, mais moi, j'avais les données, je voulais avoir quelque chose de scientifique. Donc, j'ai les graphes. Les beaux graphes. Celui-là en haut à droite, c'en est un. Ça vous donne une idée. Donc, on voyait dans ce cas-là la corrélation très claire entre le pourcentage de planifié et l'efficacité de la main-d'œuvre. Avec ça, on est capable de suivre l'évolution d'une organisation, mais aussi de comprendre ce qui est le plus important, ce qui est important, justement, ce qui a un impact réellement, versus ce qui est un vœu pieux, puis c'est de la belle théorie. Donc, à gauche, ce que vous avez, c'est l'ingénierie de fiabilité, puis le préventif prédictif. Ça, c'est ce qu'on appelle la fiabilisation en général. L'ingénierie de fiabilité, c'est l'élimination de défauts, pour ceux qui sont plus familiers. Ça découle augmentation de fiabilité, réduction des urgences. Donc, dans les résultats concrets, les coûts de matériaux vont baisser, l'inventaire des pièces, on peut les baisser, des disponibilités des équipements, réduction de temps supplémentaire, de la production et des qualités. Ça, ce n'est pas de l'air, ce n'est pas de la théorie, c'est des graphes basés sur des données réelles de sites sur plusieurs années. À droite, la planification de l'ordonnancement, on se dit à quoi ça sert? Augmentation de l'efficacité de la main-d'œuvre puis de la disponibilité des équipements, d'où la réduction du coût de la main-d'œuvre puis amélioration de la sécurité. Fait que là, si vous voulez améliorer votre production, on le voit tout de suite, les actions vont être ici. On va faire un petit jeu ensemble. Je vais vous demander de laisser, il y a un petit coin pour la plupart de livres à votre table. Les collaborateurs vont vous passer un jeu pour les 15 prochaines minutes. On va jouer à sapin et échelle en gestion des actifs. L'objectif, c'est encore là au niveau de l'apprentissage, c'est en touchant, en lisant, c'est en le faisant, mais autant que possible avec un jeu, qu'on va vous faire pratiquer la gestion des actifs, puis tant les choses qui permettent de s'améliorer que les choses qui le font redescendre. On va vous laisser 15 minutes. Donc, vous allez avoir sur vos tables le jeu. On va vous passer des petits bonhommes. Vous en avez chacun un.
Puis après ça, vous allez avoir aussi des dés. Les règles du jeu, c'est celui qui obtient le meilleur score. C'est 100 en haut. Vous lancez les dés une première fois. Puis celui-là qui aura le meilleur score, c'est lui qui débute la partie. Puis après ça, vous allez lancer les dés une fois à moins d'indication contraire. Puis un serpent fait descendre, évidemment. Puis pour ceux qui n'ont jamais joué à serpent et échelle, le serpent, ça descend. Puis une échelle, ça monte. Ça vous donne un bout plus vite. Lisez ce qui est écrit parce que c'est relié à la gestion des actifs. Puis c'est un moyen mnémonique de vous aider à vous en rappeler et à avoir l'impact. J'espère que vous êtes bien amusés. En tout cas, il y avait de l'animation. On vous demanderait de ramasser le dé et les petits pions dans les petites pochettes noires. Et les gens vont s'occuper de chez nous, de notre compagnie, vont circuler par vous, au travers de vous autres. Puis ils vont les ramasser avec le jeu, s'il vous plaît, pour nous faciliter la tâche. Alors, on m'a dit aussi de vous faire observer que ceux qui iront à notre kiosque et qui laisseront leur carte d'affaires, on va en faire tirer un à la fin de la session. Si des fois, il y en avait qui étaient intéressés, ce sera la place en parlant avec notre directeur commercial, Patrice Deschênes, justement lui. Si des fois, ils sont intéressés, soit à ce qu'il y ait une session chez vous ou vous voudriez même avoir le jeu, là, il y a moyen de discuter. OK. Donc, question maintenant. Quelles sont vos questions ou observations par rapport au jeu? Qu'est-ce que vous avez observé? Aimeriez-vous faire un commentaire? Y a-t-il quelqu'un qui est intéressé à te faire un commentaire ou dire oui? On descend souvent. On monte et on descend souvent. C'est intéressant parce que tu penses que ça reflète la vraie vie? Oui, hein? C'est voulu de même, effectivement, pour illustrer, pour vivre un peu le vécu des gens qui améliorent la gestion des actifs. Ça monte. Puis ils vont marquer, puis plusieurs me l'ont dit, le plus gros serpent, c'est lequel? Commence en haut à gauche, descend jusqu'en bas en diagonale. On perd un joueur majeur. Ça arrive. Puis dans ce temps-là, soit qu'on arrête, ou soit qu'on recule, ou on revient. Donc, c'est la vraie vie. Peux-tu monter le son? C'est cute. Moi, je suis un grand-père. On a 7, on en attend 8e. Fait que pour moi, c'est particulièrement cute. Mais ça reflète une réalité, par exemple. L'apprentissage. Il faut commencer par la fin. Il faut savoir une idée où est-ce qu'on va. On veut faire le casse-tête. Il faut avoir une idée de l'image. Après ça, elle l'a dit, puis moi, je le répète souvent, on mange un éléphant une bouchée à la fois. Un pas à la fois. Il faut de la ténacité, puis il faut accepter le coaching aussi. À votre table, je vais vous demander de prendre un enjeu stratégique, puis identifier, le ramener au niveau de la tactique maintenant. Concrètement, décrivez l'action requise, quelle serait la meilleure approche, puis identifier un rapporteur. Je vais peut-être vous donner un peu moins que 5 minutes, par exemple, je vais tricher. Mes apprentissages, pourquoi je suis un fan de Thomas Edison? Thomas Edison, il disait, j'ai trouvé 999 manières qui ne marchent pas pour faire un globe électrique. Puis il y en a une là-dedans qui a marché. Donc, première erreur, un leadership fort forcera l'établissement rapide des meilleures pratiques. Ou inversement. J'ai déjà eu un directeur d'opération qui me disait, nous autres, on est bons en 6 mois, on met ça en place. Non. Troisième de Newton, à toute force, une réaction égale à opposée. Ça marche parfois, mais pas longtemps. Ça tient juste tant qu'on met de la pression. C'est un changement de culture. Le leadership situationnel qu'on parlait tantôt, c'est finalement de faire du judo en gestion. Si actuellement, ça tire, ben, on va dans le même sens. Si ça pousse, on revient. Un peu comme l'exemple que le monsieur nous avait donné. On s'adapte à la situation. Gestionnaire ambitieux, nous nous efforçons de passer aux meilleures pratiques telles que les équipes de travail autonomes, le RCM, le TPM en une seule étape. Go! On y va. Bien, lorsque le contexte est favorable, cela fonctionne un peu.
Cependant, lorsque des problèmes majeurs surviennent, un peu comme dans le jeu de tantôt, désolé, on recule, ça ne tient pas dans le temps. L'organisation doit évoluer pas à pas. Entre autres, il y a toujours un besoin de soutien et d'orientation. Une troisième, les efforts de mise en œuvre de la gestion des actifs sont rarement durables. Le changement de personnel à tous les niveaux, manque de rigueur dans l'organisation et de la qualité des processus, etc. Ça, c'est la réalité. Les actions sont nécessaires concernant les valeurs, les croyances. Quand je dis valeur, la valeur que les gens portent, les croyances et les pratiques à tous les niveaux permettent de pérenniser. Dans mon cas, j'essaie d'avoir le maximum d'adhérence ou de compréhension, de vouloir, de valeur, jusqu'au plus haut niveau de la direction. Les dirigeants surestiment les niveaux de maturité de l'organisation. Des fois, je demandais le test, où est-ce que vous voyez dans le spectre d'évolution de la culture de votre organisation? Puis la plupart des dirigeants sont très optimistes. On est dans les meilleurs. Mais quand on parle avec les employés ou avec les gens d'opération ou autres, les collègues, ils ramènent ça pas mal plus raisonnable. Donc, c'est normal, puis il faut que ça soit de même. Parce que si un dirigeant n'est pas ambitieux puis essaie de se projeter, il n'emmènera pas son monde avec lui. C'est comme l'illustration de l'escalier. Il est toujours une marche en avant sur les autres. Ça ne veut pas dire que toute l'organisation est rendue là. On doit adapter nos exigences et nos contextes et nos attentes au niveau de maturité de la gestion de nos actifs. Puis pour ça, il faut aller voir. Je vous l'ai dit à plusieurs quand j'allais me promener, il faut aller voir. De temps à autre, voir la réalité. Entre ce que nous autres, on perçoit et ce qui est réel, des fois, on a des surprises. C'est normal que ce n'est pas toujours ce qu'on veut tout de suite. Fait que là, on renforce le message, on est capable de donner des instructions, etc. Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Okay? C'est un peu comme mon voilier de tantôt. L'idée, ce n'est pas d'avoir des gros programmes. L'idée, ce n'est pas d'avoir des choses compliquées ou très fortes. C'est être capable d'évoluer, simplement. Il y a 3 axes de fiabilité, les humains, les pratiques et les actifs. Les humains, c'est l'état d'esprit et comportement. Les pratiques, c'est capacités techniques. Les pratiques, GMAO, souvent, c'est là-dessus qu'on travaille le plus. Et les actifs physiques, les conditions de l'actif physique. Intégrité, conditions. Fait que c'est tout. Avez-vous des questions? Vous étiez parti, vous étiez dans le mood. Là. J'aurais pu vous garder 4 heures. Oui. Oui. Question? Dans le fond, je voulais savoir si on aurait accès plus tard à cette présentation. Il y a beaucoup de slides. Bonjour, je me demandais si on allait avoir accès à la présentation parce qu'il y a beaucoup d'acétates qui sont vraiment intéressantes qu'on aurait pu peut-être partager avec nos gestionnaires ou nos collègues. Absolument. Parfait, merci. Absolument, puis ça va être au travers de Jordan. Mais vous pouvez toujours l'avoir avec moi ou quelqu'un de notre organisation. On a un stand là-bas. Fait que vous avez tout invité à venir nous voir directement si vous voulez. Puis à ce moment-là, on a des cartes d'affaires qu'on peut partager ou même répondre à des questions que vous auriez supplémentaires. Fait qu'il y a différentes personnes qui représentent les différentes parties de notre organisation. Merci. As-tu d'autres? C'est soit que c'était bien clair ou personne n'a compris rien. OK. Fait que je vous remercie beaucoup.